des bénéficiaires des pensions de retraite de la Caisse de retraite du Togo. Alors, à partir du moment où le président de la République absolument a fait de la cohésion et de l'harmonie sociale un des axes majeurs de son action, ce qui est traduit dans la feuille de route gouvernementale, il faut que dans les différents secteurs d'activité et domaines de la vie, il y ait des réformes, qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des actions qui concourent à donner corps à ce souci, à cette ambition de cohésion sociale, de solidarité nationale. La loi a été adoptée, mais il y a maintenant du chemin à faire. Le chemin à faire, c'est pour permettre l'incorporation et l'affiliation effective de toutes les catégories de la population qui sont bénéficiaires de l'assurance maladie universelle. D'abord, si je prends une catégorie, si je prends les travailleurs du secteur privé formel, probablement il est beaucoup plus aisé d'assurer demain leur incorporation et leur affiliation parce qu'ils ont des contrats de travail, les mécanismes de cotisation et de paiement des cotisations peuvent être faciles à appréhender. Si nous prenons les indépendants, la situation peut être un peu plus compliquée. Maintenant, pour d'autres catégories de la population, appelées par exemple à bénéficier de l'assistance médicale, il est clair qu'il va nous falloir d'abord avoir un registre des foyers et des ménages, avoir des critères qui déterminent les personnes indigentes ou vulnérables pouvant bénéficier du régime d'assistance médicale. Et donc c'est pour dire que une fois que la loi est adoptée, maintenant il va falloir un certain nombre de dispositions concrètes, d'une part pour assurer de manière graduelle, progressive, vague par vague, l'incorporation et l'affiliation des différentes couches de la population bénéficiaires de ce régime, du régime d'assurance maladie universelle, en tenant compte du fait qu'il va falloir déterminer par exemple les paramètres de cotisation, les modalités de paiement des cotisations. Et donc ce travail sera fait. Parallèlement à ce travail-là, il y a quelque chose qui doit aussi être fait pour relever le niveau du système de santé. Madame le Premier ministre a lancé la semaine dernière un vaste programme. Ce vaste programme, bénéficiant de la contribution de la Banque mondiale, va permettre de réhabiliter un nombre important de centres médico-sociaux et d'en construire de nouveaux pour un total de près de 500 centres de santé. Ce qui est très important, ce qui signifie que tout le territoire national sera maillé. On va faire en sorte que, d'un côté, on offre la possibilité de se soigner, mais il faut faire en sorte que la capacité, le lieu où on doit se soigner existe véritablement, qu'il y ait des personnels, qu'il y ait des lieux, et donc il y aura également un renforcement en matière de personnel, en matière d'équipement, en matière de matériel. Donc, cet élément important... C'est quand les scanners? Vous parlez d'équipement, c'est quand les scanners dans les structures sanitaires? Mais bien sûr, les scanners, ce n'est pas pour les centres médico-sociaux, ce n'est pas les structures de base. Je pense qu'il faut aussi partir des pathologies les plus récurrentes, les plus fréquentes. Il faut voir les besoins réels des populations togolaises. Quand on est dans un village, quand on est dans un canton, quand on est malade, là où on va en premier lieu, et là où on devrait aller en premier lieu, c'est au centre médico-social de la localité. C'est pourquoi il faut mettre le paquet d'abord sur le système de base, c'est-à-dire les centres médico-sociaux à travers les cantons. Et ensuite, il faut regarder aussi au niveau des préfectures. Un travail doit être fait et au niveau des centres de santé au niveau régional et des centres de santé universitaires. Et c'est là où il y a un besoin d'équipements beaucoup plus lourds, tels que les scanners. Le gouvernement a déjà expliqué l'option qui est prise en ce qui concerne l'acquisition et la mise en place, notamment des scanners. Il s'agit de développer un partenariat entre l'État et les investisseurs privés, parce que si l'État veut acheter des scanners, probablement il peut avoir les moyens de le faire. Mais aura-t-il suffisamment de moyens pour assurer la maintenance et l'entretien? Ouais.
Peut-être même si nous achetons des scanners, le coût sera beaucoup plus élevé si nous nous enfermons uniquement sur les besoins du Togo. Mais un investisseur privé qui achète des scanners pour un nombre important de pays ou de centres de santé, il peut bénéficier de conditions beaucoup plus favorables. Et en même temps, et ça le gouvernement y tient, il faut un accompagnement en matière de formation des personnels togolais en vue d'assurer la pérennité des équipements et de leur bon fonctionnement à travers la maintenance et l'entretien. J'allais terminer en ce qui concerne l'assurance maladie universelle en disant que non seulement des dispositions pratiques doivent être prises en vue de l'incorporation et de l'affiliation progressive et graduelle de toutes les couches de la population qui sont concernées par l'assurance maladie. Non seulement il faut investir, et nous avons commencé, dans le relèvement du système de santé en mettant l'accent sur les centres médico-sociaux, c'est-à-dire le système de base, mais nous devons aussi mobiliser davantage de ressources financières. La viabilité et l'équilibre d'un système d'assurance maladie résident dans la capacité à maintenir un bon équilibre entre les soins de santé qui sont offerts et les ressources disponibles. À partir du moment où tous les Togolais qui n'ont pas les moyens et les revenus nécessaires pour cotiser bénéficieront de l'assurance maladie universelle par le biais du régime d'assistance médicale, il va falloir que l'État mobilise suffisamment de ressources. Et donc, ce travail-là également est en cours pour s'assurer que non seulement les cotisations de ceux qui ont la capacité contributive aidera à développer la solidarité et la main tendue envers ceux qui n'ont rien, mais que dans un souci de viabilité et d'équilibre du système, des ressources supplémentaires, éventuellement des taxes parafiscales, puissent être imaginées et mises en place pour permettre le bon fonctionnement du système d'assurance maladie universelle. Eh bien, Monsieur le ministre, ma toute dernière question. Nous allons revenir sur cette grève dans le secteur de l'éducation, mercredi et jeudi dernier, avec la décision de votre collègue, le ministre Kokoroko. Mais dites-nous, Monsieur le ministre, est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Est-ce qu'on ne pouvait pas continuer la pédagogie, Monsieur le ministre? Non, vous allez constater que le gouvernement a opté davantage et en priorité pour la pédagogie. Pourquoi nous avons ressenti le besoin et la nécessité, avant que ne se produise éventuellement cette grève irrégulière et illicite, d'informer les enseignants, d'attirer leur attention sur les règles qui sont applicables? C'est parce que nous avons aussi la conviction que beaucoup d'enseignants peuvent être amenés à suivre des mots d'ordre en méconnaissance des règles applicables. Nous avons essayé d'attirer l'attention de nos frères et sœurs enseignants sur le fait que pour exercer régulièrement une grève, il faut que les préoccupations et les revendications en cause aient fait l'objet de négociations. Et naturellement, quand on négocie, on peut aboutir à un accord, totalement ou partiellement, mais on peut aussi aboutir à un échec. Mais il faut, pour éviter des grèves sauvages et intempestives, au moins que l'employeur et les travailleurs aient eu la possibilité d'échanger. Tel n'a pas été le cas. Deuxièmement, et c'est une condition importante, il faut qu'un préavis de 10 jours ouvrés. Je viens de constater que le 4 novembre, c'est-à-dire après les événements des 3 et 4, l'organisation syndicale à l'origine de ce mouvement reconnaît que les conditions d'une grève licite n'ont pas été respectées, qu'il n'y a pas eu de négociation et qu'il n'y a pas eu de préavis. J'avais indiqué d'ailleurs, c'est à travers les réseaux sociaux que nous on a appris qu'il y aurait une grève.
Cela signifie que les responsables de cette organisation syndicale ont agi de manière malicieuse, subreptice, saugrenue. Un gouvernement n'a pas, alors qu'on est en face d'une situation, à se taire, à ne pas attirer l'attention, à ne pas informer convenablement les travailleurs, sous prétexte que si, en tant que gouvernement, ce qui est notre responsabilité, si nous décidons d'informer, de faire de la pédagogie, d'attirer l'attention sur les dispositions et les règles applicables, cela signifie que nous sommes en train de procéder à des menaces et des intimidations. Non. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est compréhensible que les initiateurs aient laissé leurs camarades agir et ensuite indiquent que la grève supposée des 3 et 4 serait la suite et la poursuite d'une grève qui aurait eu lieu en 2020 et donc cela leur permettait et qui avait été suspendu, donc ils pouvaient se permettre de se dispenser. C'est faisable aussi. On commence une grève une année, on suspend et après on la reprend. C'est maintenant que j'apprends qu'on peut suspendre une grève en 2020 et la reprendre, et fin 2021, la reprendre sur la base du préavis qui avait eu lieu en 2020. C'est maintenant que je l'apprends. Je crois que personne ne nous aurait pris au sérieux en tant que gouvernement. Si nous n'avions pas attiré l'attention, si nous n'avions pas cherché à informer les travailleurs du secteur de l'éducation sur les règles applicables et qu'au lendemain seulement de leurs agissements, nous nous présentons pour dire des gens seraient sanctionnés ou feraient l'objet d'un certain nombre de mesures parce qu'ils auraient participé à une grève considérée comme illicite et irrégulière. Mais tout le monde va nous dire, mais Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, mais pourquoi vous avez agi aussi méchamment? Pourquoi vous avez aussi agi de manière malicieuse? Vous avez cherché donc à piéger les gens? Vous savez qu'ils vont aller à une grève? Vous avez la certitude et la conviction qu'il s'agira d'une grève irrégulière et illicite? Vous ne dites rien parce que vous êtes omnubilé ou obsédé par la perspective de sanctionner des gens? Non, je crois que cela aurait été irresponsable de notre part. Et donc, je voudrais dire que ce que nous avons fait, et nous allons continuer à le faire, c'est d'abord et avant tout la pédagogie. L'information. L'information aussi consiste à expliquer tout ce qui a été fait. Je voudrais d'ailleurs dire que beaucoup de gens qui parlent à propos de ce qui s'est passé les 3 et 4 doivent se rendre compte d'une chose. Nous sommes dans un pays où il y a 8 fédérations de syndicats des enseignants. Généralement, au cours des années précédentes, tous les mouvements ont fait l'objet d'une sorte de consensus entre toutes les fédérations. Cette fois-ci, c'est une seule fédération. Qui croira que cette fédération-là serait la meilleure à défendre les droits et les intérêts des enseignants et que les 7 autres se désintéressent de la situation de leurs camarades, ne souhaitent pas que la situation de leurs camarades soit améliorée? Personne ne le croira. Si peut-être c'était 2 ou 3 fédérations qui se tiennent de côté, ça peut se comprendre. Tout le monde peut constater que la grande majorité des fédérations ont agi de manière responsable parce qu'elles savent l'esprit d'ouverture du gouvernement. Elles savent la disponibilité du gouvernement. Elles savent l'engagement du gouvernement à dialoguer et rechercher des solutions sur tous les défis et les problèmes qui touchent au secteur de l'éducation. Et donc, s'il y a des reproches à formuler, ça doit être à l'égard de l'organisation syndicale qui n'a pas dit à ses camarades, qui n'a pas dit aux enseignants qu'effectivement, oui, les conditions de l'article 324 n'ont pas été respectées. Mais pourquoi alors n'avoir pas pris soin d'informer avant le 3, lorsque nous intervenions sur les médias, pour dire que oui, vous avez raison, nous n'avons pas voulu
respecter la condition de négociation préalable. Nous n'avons pas voulu respecter la condition de 10 jours ouvrés de préavis parce que nous considérons que cette prétendue grève est la suite d'une grève qui avait eu lieu l'année passée, en 2020, qui avait été suspendue. Comme nous considérons être dans la suite de cette grève-là, nous nous sommes dispensés du respect des dispositions de la loi. Pourquoi le dire après? Pourquoi le dire après? En toute hypothèse, nous sommes quand même dans un état de droit. Lorsque vous avez le sentiment que l'autorité, l'employeur, qui estime qu'une grève à venir est irrégulière, vous pouvez saisir en référé le tribunal du travail pour dire que, mais dites-nous, ils se sont abstenus de le faire. Maintenant, par rapport à la suite des événements, les dispositions qui ont été prises par le ministre, mon collègue des enseignements primaires et secondaires, au-delà d'être responsable syndical, au-delà d'être enseignant, au-delà d'être ministre, nous sommes aussi des parents d'élèves. Lorsqu'il y a un risque de mouvement social dans le secteur de l'éducation, quel est le droit du parent d'élève? À quoi le parent d'élève doit s'attendre? Il doit s'attendre à ce que, éventuellement, dans sa localité, le directeur d'école et d'établissement dise aux élèves, mais écoutez, compte tenu de la situation, je préfère que vous ne veniez pas au cours à l'école demain. Le parent d'élève doit être en mesure d'appeler le chef d'établissement ou la chef d'établissement et lui dire, ah, j'espère que malgré le mouvement social qui se déroule, mon enfant est bien arrivé à l'école et que tout se passe bien. Mais qui comprendrait que les parents soient privés, les parents d'élèves, nous soyons privés de cette possibilité d'interpeller les chefs d'établissement par rapport aux conséquences éventuelles d'un mouvement social? Alors, si le chef d'établissement ou la responsable de l'établissement est le premier à rester à la maison en se désintéressant de son rôle de supervision sur les élèves qui lui sont confiés, en se désintéressant de savoir comment les choses vont se passer dans son établissement, le jour où il est censé avoir lieu une grève, c'est clair que cet enseignant-là, chef d'établissement, a manqué à ses devoirs et responsabilités. Il faut en tirer les conséquences. Je voudrais d'ailleurs dire que les dispositions et les mesures que le ministre des enseignements primaires et secondaires a prises ne peuvent pas être considérées comme étant des sanctions disciplinaires au sens de la loi. Non. C'est des mesures de bon sens, c'est des mesures de gestion ordinaire. Vous confiez une responsabilité à une femme ou à un homme. Vous constatez que cette femme ou cet homme n'est pas à la hauteur des responsabilités, notamment de la responsabilité de veiller sur le bien-être des enfants qui lui sont confiés. Si vous laissez cet enseignant chef d'établissement et que des dérapages et des incidents graves se produisent, c'est que vous aussi vous êtes complice. Rappeler à l'ordre? Non. Rappeler à l'ordre, ça se comprendrait lorsque la situation s'est produite de manière inopinée et imprévisible. Et en ce moment-là, vous pouvez dire, ah, je n'ai pas eu le temps d'attirer l'attention, d'appeler à plus de vigilance, d'appeler à plus de bon sens. Mais à partir du moment où le gouvernement, de manière honnête et objective, a pris soin d'informer, d'attirer l'attention sur la situation et que malgré cela, que des chefs d'établissement aient été les premiers à mettre la clé sous la porte, partir sans savoir comment les élèves feraient, sans savoir. Si vous êtes chef d'établissement et vous n'êtes pas là, comment vous allez savoir quels sont les enseignants qui ont fait grève ou ceux qui n'ont pas fait grève?
Donc c'est sur cette base-là. En revanche, les sanctions d'ordre disciplinaire, pour absence irrégulière, Ces sanctions-là viendront. C'est pas fini ça? Ah non.